Je vous souhaite la bienvenue à cette 13e conférence et à la première de l'année 2027. Le thème que vous avez choisi pour cette première conférence est un thème cher à l'Organisation mondiale de la santé parce que nous ne pouvons pas animer nos systèmes de santé de façon professionnelle, de façon rationnelle, sans la culture scientifique, sans la conduite des études opérationnelles, sans la conduite des recherches scientifiques de qualité qui vont permettre de générer des évidences pour faciliter la prise de décision. C'est pour cela que l'OMS est fière de ce thème et va laisser la parole aux conférenciers. Nous n'irons pas plus loin parce que nous l'écouterons, vous nous approuverons à la source de son expérience, sa grande expérience dans le domaine de la recherche et du système de santé. Et dans les débats, au besoin, nous interviendrons. Je vous remercie pour votre présence massive. Je salue en ligne les éminents professeurs que je vois, les éminents chercheurs que je vois aller. Je suis content que nous soyons tous là pour aborder cette problématique qui est d'actualité. Je vous remercie. Merci beaucoup et bonjour à tous. Monsieur le représentant, avant tout, je voudrais vous remercier vous-même et l'OMS Congo pour cet accueil, cette opportunité que vous nous donnez. Le Centre virtuel de documentation d'information est vraiment le lieu où s'expriment nos expertises et où se font le partage des connaissances, le partage du savoir, tout ceci concurrent à une meilleure prise en charge, à une meilleure gestion du système de santé. Cette année-ci, nous avons attendu le là de notre nouveau ministre et il a été organisé, comme vous le savez, avec vous et votre participation très active, une revue du secteur public de la santé à Brazzaville et puis une autre du secteur privé à Pointe-Noire. Et c'est en fonction de ces constatations, des défis qui ont été revus, que nous avons songé que préalablement aux autres conférences, il fallait commencer par celle-ci. Pourquoi culture scientifique? Je voudrais rassurer les uns les autres que nous n'allons pas aujourd'hui parler de statistiques, d'analyse, on ne va pas parler de lecture critique, on ne va pas parler de biostatistique aujourd'hui. En fait, je voudrais vous donner aujourd'hui les fondements conceptuels et méthodologiques qui vont faire que chacun de nous adopte une culture scientifique. Je voudrais qu'on ne se limite pas au sens commun, où chacun considère ce qu'il pense comme étant bon sens et décide en fonction de ce qu'il pense entre guillemets. Au contraire, je voudrais qu'à la fin de cette conférence, que nous ne voulons pas académique, nous voulons vraiment que ce soit un partage par rapport au public qui est ici. Et j'espère que la liste de présence circule et merci pour les nombreuses personnalités qui sont en ligne. Nous voulons que devant une situation de santé, qu'au sein d'un système de santé, nous puissions travailler en équipe, prendre le temps de la réflexion et appliquer des méthodes, des évidences, des règles, des normes. Et c'est là où le bas blesse le plus souvent. Alors, comme je suis devant un public à viser, je ne reparlerai plus du système national de santé. Sauf pour dire qu'au Congo, on est allé jusqu'au centre communautaire maintenant. On n'a pas commencé au premier contact parce qu'on a une politique de santé à base communautaire et qu'au Congo, on a développé, on doit dire sanitaire, le département sanitaire avec 3 entités administratives et une entité opérationnelle qui est l'hôpital général de référence du département. Je rappelle qu'il y a 2 lois. Une qui institue le système de santé dans son organisation dite sanitaire, avec les découpages que vous connaissez, et une autre loi qui dit que la priorité pour nous, c'est le centre de soins de santé des sanitaires. On n'a pas changé. Ça va en droite ligne avec les recommandations internationales, celles de l'OMS en particulier, mais telles qu'elles ont été revisitées à Astana. Alors, les problèmes sont connus.
Les indicateurs sont calculés avec la participation efficace et heureuse de tous les partenaires, notamment dans le domaine de la santé, avec comme l'OMS en chef de file. Et nous connaissons nos indicateurs. Donc, les performances et le compte performance sont largement documentés. Tout comme les insuffisances liées au système de santé également. Avec ces indicateurs, vous connaissez, puisque chaque année, nous publions le répertoire des indicateurs de santé. Quand on voit ce qui a été vu en 2024 correspondant à l'année 2023, vous voyez les verts, les jaunes et les nombreux carrés rouges, les nombreux carrés rouges qui montrent que on n'a pas encore atteint des cibles souhaitées. Alors, parmi tous les défis, celui qui revient sans cesse, c'est le problème de gouvernance en termes de pilotage, coordination, planification et leadership. C'est même repris en première ligne dans les orientations stratégiques de la politique nationale de santé. Renforcement de la gouvernance en termes de pilotage, de coordination, de planification et de leadership. Et même dans le programme de gouvernement Makoso, vous savez que la santé est la première bataille avec comme premier objectif toujours la gouvernance, le pilotage, le leadership. Indépendamment des ressources humaines ou logistiques ou financières, les concepts et les méthodes en réalité sont connus. On sait comment manager un système de santé. Mais pourquoi est-ce que cela ne permet pas d'améliorer les performances? Où est le problème? Je voudrais que tout au long de ce que je vais exposer, que chacun s'imagine dans la composante du système de santé où il est. Et il va voir défiler ce qui va justifier cette conférence. Nous avons adopté, après la gestion axée sur les résultats, une forme un peu mieux explicite, la gestion basée sur la performance. C'est ce que nous faisons. Et cette gestion basée sur la performance, en fait, elle demande d'exprimer un leadership de progrès et non pas un leadership d'inertie ou de régression. Et ce qui distingue la capacité d'aller vers le sud de progrès, l'inertie et la régression, c'est le fait d'adopter, oui ou non, une culture scientifique. Dans les deux cas, ça commence le plus souvent par l'indignation. On est indigné qu'une femme meure en donnant la vie. On est indigné qu'un enfant n'atteigne l'âge de 5 ans à cause du paludisme. On est indigné parce que dans nos hôpitaux, on reçoit beaucoup d'AVC. On est indigné. L'indignation est légitime. Si on ne s'indigne pas, c'est comme si on se résigne et la résignation, c'est un le quotidien. On se souvient de Stéphane Etchel, qui s'appelle, je crois, qui avait dit « indignez-vous », c'est légitime. Mais alors, après l'indignation, certains s'impliquent, s'engagent et assument une responsabilité ou l'expriment. Alors, ces trois mots, ce sont les mots majeurs que M. le ministre, dès son arrivée, a dit. Le ministre a dit implication, engagement, responsabilisation. Et puis, certains vont, avec les outils de change management, en arriver à obtenir des progrès, même minimes, qu'on met à l'échelle après, même minimes, qui sont source de motivation, de satisfaction et qui contribuent à améliorer la santé des Congolais. Pour ces gens-là, souvent nous parlons d'une gestion rationnelle, parce qu'en réalité, ils vont utiliser les outils de la culture scientifique. Pour les autres, hélas, c'est quelquefois les plus nombreux, ou bien ils ne font rien, ils ne disent rien, au pire, ils vont aller vers la régression de tous les acquis. Souvent, ce sont des incriminations, des accusations. Regardez, on met en place des plateformes, même pour les médecins, ça se termine en politique. Il y a une plateforme des anciens de l'école de médecine, c'est les accusations, c'est la polémique, c'est la victimisation, c'est la stigmatisation. Il y a des boucs émissaires. Si ça ne marche pas, tant que Bileko sera là, ça ne marchera jamais. Moukassa est revenu, oh là, encore eux, la bande des 2 ou des 4. Ça ne marchera pas. Donc on cherche des boucs émissaires ou quelquefois on est malveillant
en pratique voici valeurs. Et il y a un mot qu'on va expliquer tout à l'heure qu'on appelle la stupidité, qu'on n'avait jamais pris dans ton sens scientifique, et on va en parler tout à l'heure. Et souvent nous disons gestion émotionnelle. Mais en fait, on devait dire gestion irrationnelle. Parce que l'émotion n'est pas à prendre comme quelque chose de péjoratif, de négatif, forcément. Alors c'est ce que je voudrais, dans cette conférence, montrer. Ce qui nous permet d'adopter une culture scientifique, ce sont les progrès qui sont dus à l'alliance entre les sciences exactes et les sciences humaines. À la fin du XXe siècle, on a compris que la science de la santé ne peut pas se passer des sciences humaines. Les sciences humaines sont un élément, une composante importante des sciences de la santé. Et les neurosciences ont connu des progrès incroyables avec l'IRM fonctionnel, avec des explications comme l'épigénétique. Mais à côté de ça, dans les sciences humaines, il y a la psychologie cognitive, la psychologie sociale. Et tout cela, ça intervient dans ce siècle-ci où les sciences ont été refondées grâce à la transversalité. Il n'y a plus de cloisonnement où il y en a moins. La pluriprofessionnalité. Il y a des gens qui font, aujourd'hui, c'est un licencié en sciences de la santé, en santé publique, qui s'occupe de mettre à jour mon ordinateur. Donc, il est aussi informaticien. Il n'est pas que technicien de santé publique. L'interprofessionnalité, on travaille en collégialité maintenant. Il y a l'universalisme. On ne peut pas dire que non, vous avez une maladie qu'on appelle le mbassou qui sévit chez vous. Cette maladie ne sévit pas ailleurs. Qu'elle vous est uniquement spécifique. En dehors des cas basés sur des évidences comme l'ulcère de Buruli, le reste n'a pas lieu d'être en réalité. Parce que on tend vers un universalisme où les évidences s'appliquent en principe partout où besoin est. Les neurosciences nous permettent d'étudier les structures et les fonctions du système nerveux. La psychologie cognitive, elle a permis des progrès dans la pédagogie, c'est vrai, grâce aux acquis de l'étude de l'attention, de la mémoire, du raisonnement. Et la psychologie sociale, elle, s'est intéressée aux pensées, à la pensée, aux émotions, au comportement de l'individu de la société. Alors, cet organe majestueux que nous avons, que nous n'arrivons pas encore à cerner, c'est le cerveau dans toutes ses composantes. Et cet organe, en réalité, quand on comprend le fonctionnement du cerveau et qu'on utilise ses capacités, on ne peut qu'en arriver à développer une culture scientifique. Je risque de stupidité, comme je le montrerai tout à l'heure. Dans la psychologie humaniste ou sociale, il y a M. Maslow qui, en 1943, avait proposé une pyramide des besoins. Il ne savait pas à tel point cela allait interférer et allait servir de fondement pour comprendre un bon nombre de choses, même à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle. Chacun connaît les besoins physiologiques, sans lesquels on meurt. Les besoins de sécurité psychologique et physique, les besoins d'appartenance, d'estime de soi, d'accomplissement. Mais les 3 premiers niveaux, enfin encore qu'il ne faut pas hiérarchiser forcément, je les ai mis en rouge. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre un certain nombre d'attitudes. Ces besoins sont en lien le plus souvent avec la survie. Et cette survie, elle fait appel à des instincts primaires et à des réactions primaires, comme la conservation de l'espèce, de la famille, la reproduction, l'alimentation, la territorialité. Regardez la territorialité, vous verrez qu'il y a des jeunes élèves qui se considèrent appartenir au lycée technique et qui vont s'opposer à ceux qui sont du lycée voisin d'enseignement général. C'est la territorialité. Ou alors, vous avez la malchance d'avoir une amoureuse dans un autre quartier, on vous dit que ce n'est pas normal, ce n'est pas votre quartier. Vous avez des koulouna qu'on dit américains ou, je ne sais pas, chinois ou arabes, qui créent des territoires. L'alimentation. Pour nourrir son enfant, une femme peut aller voler ou quelqu'un peut tuer. La reproduction. Vous ne pourrez pas empêcher une jeune fille qui ressent des envies sexuelles
d'aller vers un homme ou un homme si vous ne mettez pas autre chose au-delà de ces instincts primaires. Et les réactions primaires sont connues, c'est la peur, la colère, la tristesse et la joie. Tout ceci, ça montre une incapacité de réflexion. Si on entend un bruit ici dehors, nous sommes à côté de la présidence de la République, nous allons tous sortir et détaler. Sans même savoir qu'est-ce qui se passe. À cause de ces instincts et réactions primaires, on a des comportements de survie, on a la méchanceté gratuite, la malveillance, la haine, l'hostilité, la cupidité, la prédation, la catégorisation. C'est eux, ce n'est pas nous. On catégorise par rapport à des stéréotypes. La victimisation. Nous, on ne peut pas aller là-bas. Le bouc émissaire. On induit des rapports de force et on impose même la pensée unique. Si on ne pense pas comme ça, ou on est traité de compétiste, ou on est mis carrément à côté. Ces interactions primaires, en lien souvent avec les besoins, les 3 premiers besoins, peuvent être modulés en réalité, étant modulés par un autre niveau du cerveau, c'est le cerveau limbique. C'est le centre de l'émotion et des valeurs. D'abord des émotions, on a 4 émotions primaires. Il y en a 2 qui s'ajoutent, le mépris ou le dégoût, mais ces émotions sont bien connues. Et le cerveau limbique influence les attitudes, régule les comportements et permet de maîtriser les réactions instinctives et primaires. Dans ce système limbique, il y a un organe qu'on appelle l'hippocampe qui s'active dans certaines situations et certaines émotions. Voyez-vous, nous nous étonnons des réactions différentes par rapport à la situation de l'Ukraine, la situation de Gaza et celle de Yémen ou celle de l'Est de la RDC. Mais vous savez, on peut prendre des Européens, leur montrer des images du Congo, l'hippocampe ne s'active pas. On leur montre des images concernant Soumy ou Boucha en Ukraine, l'hippocampe s'active. On comprend que c'est le cerveau qui réagit ainsi par rapport à certaines considérations. Il y a aussi l'amygdale qui s'active dans les situations qui sont perçues comme des situations de danger. Le système limbique, c'est le centre des émotions, mais c'est aussi le centre des valeurs. Alors, le mot valeur doit être pris avec beaucoup de considération. On va voir à quel point il influence le management du système de santé. Les valeurs sont des considérations morales, éthiques, déontologiques ou professionnelles dont la prise en compte lors de la d'une activité contribue à la performance. Les valeurs déterminent notre façon de vivre en ce qui concerne le comportement, les attitudes, le sentiment, l'opinion. Je donne quelques exemples. L'empathie, la disponibilité, le respect, l'équité. Et j'ai mis en rouge les valeurs nationales que nous avons ici au Congo, bien que très peu de gens en soient vraiment conscients et les intégrer. Une petite rabat de progrès. À l'opposé, il y a des vices. Le mensonge, l'égoïsme, le vol, la violence, l'impolitesse, la malhonnêteté, l'indifférence. Tout ceci, en réalité, s'implique et s'organise en système de valeurs. Ce sont des principes et des croyances qu'on partage dans un groupe culturel et qui guident les comportements des individus, qui influencent la moralité et les interactions sociales. Moi, je vais vous donner 2 exemples. Un exemple de ce qui est arrivé à un collègue qui montre comment les systèmes de valeurs influencent notre manière de penser et d'agir. Ce collègue a reçu la petite sœur de son épouse en vacances. Les vacances durent 2 mois et demi.
En fait, elle est venue avec ce que j'appelle un retard. Mais comme elle était dans un milieu protégé, elle n'a pas pu aller pour faire une IVG. C'est une jeune fille, elle ne sait pas comment. Et donc, elle repart dans sa famille et où on se rend compte qu'elle est revenue de 2 mois et demi de vacances avec une grossesse. Que fait son papa? Son papa rappelle mon collègue en disant: ta petite femme est revenue enceinte. Il faut qu'on se retrouve, qu'on en parle. Ce qui laisse à supposer que pour le papa, la petite femme, elle était enceinte par le papa connu, là où elle a passé des vacances. Alors ce collègue et il se rend compte que cette petite femme avait en réalité un copain d'école avant les vacances. Et qu'elle a, en fait, elle a mal fêté sa réussite au BEPC. Et donc, ils disent: bon, il faut faire une interruption de grossesse. Et voilà que ce collègue se rend voir un autre collègue qui est gynécologue obstétricien et lui dit: la petite sœur de mon épouse était en vacances chez moi, elle est repartie chez son papa et là, elle est enceinte. Le collègue lui dit: oh, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, on va s'en occuper. Pour ce collègue-là, qui est gynécologue, le coupable est le même que le baba. Donc vous voyez, ce système de valeurs fait que une petite femme chez un beau-frère peut avoir des relations sexuelles. Ce n'est pas étonnant parce que dans ce système de valeurs, cela se fait. Donc quand vous avez des systèmes de valeurs où la prédation n'est pas vue au même niveau, où le fait d'exprimer un pouvoir de castrateur, le fait de cumuler des richesses dont on n'a pas besoin, si c'est ça qui fait qu'on a une reconnaissance sociale, dans le système de santé, vous aurez des directeurs qui vont s'acheter des voitures, construire des maisons et ne pas acheter de médicaments. C'est clair, c'est clair. Donc, les systèmes de valeurs sont une composante importante. Il faut savoir que, heureusement, le système limbique permettra de les moduler. Mais regardez la démarche que nous avons envers un diagnostic situationnel. On a une vision, on se projette. Et donc, on formule les finalités. Encourager l'initiative de santé, construire un hôpital, un centre de santé, là où il y a au moins 5000 habitants. On formule ça comme finalité. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va constituer des équipes et élaborer des stratégies. Mais en réalité, ces équipes ne pourront être efficaces que si elles partagent les mêmes valeurs. Et vos stratégies, si elles ne sont pas en cohérence avec le système de valeurs, ça ne marchera jamais. Comment voulez-vous avoir une orthodoxie dans un environnement où on ne connaît pas les limites entre le bien public et le bien privé, où l'intérêt de la collectivité se confond avec l'intérêt personnel? Donc, ce schéma-là, nous allons le modifier pour remplacer valeur par culture scientifique et je vais vous dire comment. Comment? C'est parce que nous avons des fonctions supérieures du cerveau. Ces fonctions supérieures nous permettent de réguler ce qui relève des instincts primaires, des réactions primaires et de certains biais qu'on va avoir. Il y a l'attention, la mémoire, le langage de communication, le jugement, le raisonnement, les fonctions exécutives, les fonctions logiques et les praxis. C'est bien ce qu'on a vu. Alors avant, on pensait que ça relevait que du cerveau et néocortex. En réalité, même le système limbique qui est en dessous intervient. On va voir ça. Alors, et l'intelligence cognitive, c'est la capacité à mobiliser avec efficacité les fonctions supérieures. Et ça qui permettra, en les mobilisant, d'adopter une culture scientifique. Autrement dit, vous aurez beau montrer à vos étudiants la méthodologie de la recherche, les différents niveaux de preuves, eh bien, ils prendront des témoignages pour des preuves scientifiques, alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc,
c'est ce qu'il faudra faire. On va voir ça. L'attention, bon, je passe rapidement. Elle peut être sélective, soutenue, encore partagée. Ce qu'on sait maintenant en psychologie cognitive, que l'attention, c'est les 15 premières minutes et les 10 premières minutes. La mémoire, une mémoire à long terme, une mémoire à court terme. Vous pourrez lire les diapositives pour plus de détails. Le langage de la communication, on a fait des progrès énormes. Maintenant, on sait que la communication verbale, donc le sens erré des mots, ce n'est que 7% de la communication. Le reste, c'est l'appareil verbal. Le rythme, le thème, la rapidité, le volume, la mélodie de la voix. Et 55%, la respiration non verbale. La manière avec laquelle on se positionne, les gestes que l'on fait, la façon de se tenir, l'apparence, c'est ça qui contribue à la communication. Et la communication, ça a été rendu évident, c'est en lien avec les émotions et les valeurs. Ce monsieur a eu le prix Nobel d'économie, alors que ce n'est pas un économiste, c'est un psychologue. Daniel Kahneman, en 2011, a mis en évidence les deux processus de pensée qui sous-tendent le raisonnement. Le raisonnement, c'est l'analyse et la synthèse des données recueillies, l'intégration et l'utilisation des connaissances antérieures et des expériences antérieures pour prendre des décisions. Donc, c'est un processus de pensée et de prise de décision pour permettre des actions des plus appropriées. Il a mis en évidence qu'il y a, en raisonnement, il y a un processus mixte. Il y a un système 1 de pensée lente et un système 2 de pensée. Système 1, pensée rapide, système 2, pensée lente. Le système 1 récupère des informations de la mémoire et de l'expérience. C'est rapide. Le système 2, lui, vérifie le plus souvent la décision du processus 1, donc par une démarche de collecte des données, d'analyse, de synthèse et d'aide à la décision ou des décisions. Le processus 1, le plus souvent, marche. Mais quand ça ne marche pas, ça aboutit à des biais cognitifs. Le processus 2, lorsqu'on ne le fait pas, le risque, c'est la stupidité. Je veux vous l'expliquer. Le système 1 utilise des raccourcis pour trouver des solutions. C'est ce qu'on appelle des heuristiques. Le plus souvent, on ne se trompe pas. Et d'ailleurs, on dit que les premières idées sont souvent les meilleures. C'est ce qu'on croit. Je donne un exemple. Vous voulez traverser une route. En réalité, vous jetez un coup d'œil. Vous voyez la voiture qui arrive et vous savez si vous pouvez traverser ou pas. Ça, c'est la pensée rapide. Mais la pensée lente consisterait en réalité à vérifier la distance à laquelle se trouve la voiture, si c'est 60 mètres, la vitesse à laquelle elle arrive, si c'est 40 mètres à l'heure, et puis vous calculez le temps d'arrivée de la voiture jusque là où vous êtes, pour voir si vous pouvez traverser sans risque. Mais en pratique, on ne fait pas ce calcul quand on veut traverser une route. C'est parce que le cerveau utilise des heuristiques. Et le plus souvent, ça marche. Mais alors, quelquefois, ça ne marche pas. Quelquefois, ce système 1 commet des erreurs. Et ces erreurs ne sont pas aléatoires au point d'avoir une distribution qu'on appelle normale. Chacun se souvient de la courbe de Gauss. C'est ce qu'on appelle des biais. C'est biaisé. Le cerveau, en réalité, s'est trompé. Il arrive qu'il se trompe. Il vous donne une première idée qui n'est pas bonne du tout. C'est pour ça que nous devons avoir toujours la vérification du premier choix. A posteriori, on doit le vérifier. Et il y a des situations qui exigent qu'on utilise le système 2. Sinon, dans ces situations, l'erreur est prévisible. Donc, dans votre système de santé, si vous ne tenez pas compte de certains paramètres, une analyse de situation correcte, que vous vérifiez pour appliquer les règles, les normes, des évidences, vous allez aller à l'échec, c'est sûr. Je donne un exemple. Si on dit 6 fois 5, c'est 30. On a appris à l'école primaire, je crois que c'est au CE1, qu'on apprend la table de multiplication de 5, c'est au CE1. Mais quand on arrive au CM1, on nous apprend les règles de multiplication. Si je dis 6 fois 5, chacun saura que c'est 30. Mais si je vous dis 24 fois 15, au calcul mental, ça va être un peu lent. Parce que
vous aurez besoin d'appliquer la règle. Comment fait-on pour multiplier un nombre par 15? Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. On le multiplie par 10 et on lui ajoute sa moitié. C'est ça. Donc, il y a des situations pour lesquelles il faut appliquer la méthode, hein. Sinon, c'est l'échec. C'est l'erreur qui est prévisible. Alors, nier le déni, persévérer dans l'erreur, ou alors pire, justifier l'erreur, c'est la bêtise, c'est la stupidité. C'est un concept développé au XXIe siècle qu'on va voir tout à l'heure. Et malheureusement, la stupidité est le propre des gens plutôt qui paraissent intelligents. Ce sont des cas de haut niveau qui malheureusement vont faire de la stupidité parce qu'ils vont justifier leurs erreurs. Ils vont dire ça ne marche pas. On n'est pas encore à l'échelle, mais c'est parce qu'on n'a pas mis suffisamment de ressources. Alors que ce n'est pas une question de ressources financières. Donc c'est ce qui se passe assez souvent. Voilà la courbe de Gauss. On a tous fait ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est rendu compte que même les phénomènes qui ne sont pas physiques suivent le plus souvent cette distribution normale. Moi, j'ai mis la courbe de Gauss d'un côté, la droite de Henry, chacun s'en souvient, pour calculer un test de normalité. On a pris ça, mais moi, j'ai vu une liste, j'ai vu la liste des élèves exclus qui ont triché, qui ont échoué en première et qui se sont inscrits en terminale. Cette liste, elle répond à la distribution normale. Ben oui. Bon, moi, j'ai été quelque part avec mes collègues professeurs. Ils vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais quelqu'un m'a fait remarquer que mon nom n'était pas une voyelle, que j'étais seul. Les autres s'appelaient Itoa, Elinga, Okombi, c'est pas... Voyez-vous, ça, c'est pas une distribution normale. Il y a eu un biais quelque part. C'est la réalité. Donc, ces biais, on ne peut pas les éviter parce que c'est le cerveau, en réalité, dans ses heuristiques, qui nous conduit à ça. Mais il faut en être conscient. Toi et moi, on a vu la liste des médecins formés à Cuba. On peut dire que la plupart ont fréquenté à Thomas Sankara et très peu ont fréquenté au lycée de Dolésy ou à Evo. Ça, c'est cool, c'est sûr. Donc, alors, ces heuristiques, ces erreurs, on les appelle des biais. Et il y a plusieurs biais. Et ces biais, on ne peut pas les éviter parce que c'est le fonctionnement de notre cerveau qui cherche des raccourcis. Il y a le biais d'ancrage. C'est ce que nous subissons chez le commerçant. Vous allez demander, les commerçants ouest-africains sont champions. Vous allez demander quelque chose, il vous dit, pour toi, c'est seulement 30 000. Le biais d'ancrage, il vous fixe à 30 000. Et vous allez discuter parce qu'il y a un premier prix qu'il a donné, le deuxième prix que vous allez donner, 20 000, le troisième prix, consensuel, 25 000. En réalité, la valeur, c'est 15 000. Mais il vous a ancré à 30 000. Et dans tous les cas, il est gagnant. Donc, c'est le biais d'ancrage. Le biais de confirmation, c'est que, en fait, on ne retient que ce qui va dans le sens de ce qu'on croit, de ce qu'on aime, de ce qu'on pense. Vous ne pourrez pas départager deux supporters, l'un de Lamine Yamal et l'autre de Vinicius. Vous ne pourrez pas les départager parce que chacun trouvera toujours ce qui est mieux de Lamine Yamal et l'autre de Vinicius. Le biais de surconfiance, c'est l'effet du Dunning-Kruger, des psychologues aussi. C'est des gens qui vont pour vouloir et faire des choses alors qu'ils n'en ont pas en réalité la capacité. Ça arrive souvent aux jeunes experts. Je suis avec les santé publique, je les reconnais. Dès qu'on a formé des masters au Congo, ils ont pris pour cible les médecins. Bon, les médecins, ils ne sont pas très bons en gestion de thèmes de santé, hein, ils ont un biais de formation eux-mêmes. Mais avant même de s'affirmer, voilà que les santé publiques ont dit, ça y est, on est formé, on doit gérer le système, c'est nous, pas les autres. On les a mis à la tâche, ils sont devenus plus raisonnables. Ils critiquent moins, ils parlent moins. Avant, ils s'appelaient experts. Cher maître, cher expert. Maintenant, ils ont
Ils ont quitté la montagne de la stupidité, ils sont rentrés dans la vallée de l'humilité et maintenant ils approchent vers l'expertise consciente. Le biais de l'inertie, on ne fait rien. Bon, il y a le biais d'attribution où on attribue à quelque chose ce qui n'est pas. Le biais de l'expérience, ça, Hippocrate l'avait déjà dit. En médecine, l'expérience est trompeuse. Chaque cas est un cas particulier. D'où ce que promet l'OMS, l'approche globale euh, personnalisée. L'approche globale opportuniste, mais personnalisée. Pour des soins personnalisés, humanisés. Je terminerai par le biais tribal. N'ayez pas peur, parce que le mot tribalisme a tellement été stigmatisé que le fait d'en parler, les gens ont vraiment peur. En tout cas, ceux qui en parlent, ce sont les psychologues. Monsieur Laurent Béguet-Shankland, c'est un Français, il a fait beaucoup de travail dessus avec des équipes américaines. Le biais tribal, ce biais existe même entre Barcelone et Real de Madrid, entre Paris Saint-Germain et Marseille. C'est-à-dire que on va avoir tendance à favoriser le groupe auquel on appartient. Et même quand le groupe a été constitué artificiellement, vous vous rendez compte? On peut même changer de joueur. À un moment donné, je crois que c'est Messi ou Cristiano Ronaldo qui a quitté une équipe pour une autre. Mais les supporters ne sont pas forcément partis sans rester supporter leur drapeau, leur maillot de Barça. Même si on change les joueurs. Parce qu'on se réfère à ce drapeau, c'est ça qui fait l'appartenance au groupe. Et on crée des différences avec les autres et on tend à ces fins des autres. Évidemment, lorsque c'est rapporté aux groupes ethniques, aux groupes tribaux, c'est grâce. Ah, c'est grave. Mais il faut en être conscient. Ça peut être aussi le fait d'être de l'école de médecine de Brazzaville ou d'être de l'école de Cuba ou d'être sorti sage-femme à Lukabu plutôt que sage-femme à la fac des sciences. Ça peut être simplement, on est médecin-chef et on voit différemment des chefs de CSI. Dans tout ce qui est groupe, besoin d'appartenance, on exacerbe les différences et on tend à s'en écarter. C'est ce biais tribal, même quand les groupes sont artificiels. Et regardez, on vient de faire un découpage au Congo. Il y a maintenant Vinza, Kimba, Mayama, Igné, Ngabe. Département Lefini, Djé. C'est ça, non? Eh bien, les gens vont se constituer en groupe et vous allez voir, ils vont se comparer à ceux avec lesquels ils étaient avant. Hein? Kindamba, Minduli, Kinkala, beaucoup. Et ils vont faire la différence. C'est simple. Le poule allait avant juste à Mouyondi. Et puis l'abbé Fulbert Yulu a détaché Mouyondi. C'est ça, non? Pour réduire le poule après Minduli Lulo, Kibulombo, je pense. Mais il y a eu des antagonistes entre la Bouenza et le poule, alors qu'auparavant, quelqu'un a mis une ligne artificielle. Regardez le Congo démocratique et le Congo Brazzaville. Dans la tradition, le fleuve n'est pas une frontière. C'est une voie de communication. Mais dans les réseaux sociaux, il y a des conflits. RDC, hein, Congo RDC, Congo Brazzaville. Donc, c'est artificiel. C'est ça le biais tribal. Il faut vraiment en être conscient. Donc, chaque fois que la citoyenneté n'a pas atteint un certain degré et l'État n'est pas au stade d'État-nation fort, ça crée beaucoup de dégâts. Donc ce biais, oui, se pousse à privilégier les membres d'un groupe auquel on appartient. Ce biais peut se superposer à des préjugés véhiculés culturellement et ça peut alimenter la discrimination. Donc, on ne prend pas les gens de tel groupe. Ça alimente les logiques de bouc émissaire. Et dans un contexte difficile, ce biais peut induire à la violence. Il faut connaître ce biais pour réguler des instincts les émotions et aller vers une société équitable et apaisée. Or, vous savez que l'OMS a comme système de santé, troisième objectif intrinsèque, c'est l'équité. Comment voulez-vous avoir l'équité si vous êtes tout le temps emporté par ce biais? Il peut que ceux qui sont en situation périurbaine, vous n'y pensez pas comme ceux qui sont en zone franchement urbaine.
Ceux qui sont en zone rurale n'ont pas droit aux médecins, aux infirmiers, aux médicaments par rapport aux zones urbaines. Donc, ce biais de discrimination doit être reconnu. Alors, j'ai parlé des biais, mais parlons de la stupidité. La stupidité, ce n'est pas l'imbécilité, ce n'est pas l'idiotie, ce n'est pas le crétinisme, ni la débilité mentale. Ce sont des maladies, ceux-là. Hein. L'imbécilité, la gestion des maladies. Dieu, c'est l'ancien terme. Mais l'imbécilité, c'est les insuffisances intellectuelles qui sont connues. Le crétinisme, c'est lié à l'iode. La débilité mentale, ça peut être lié aux AVC, les syndromes lacunaires, ainsi de suite. C'est pas ça. L'imbécilité, ça peut être cet enfant malnutri entre 6 mois et 2 ans, le stalting, qui ne permet pas de développer les déficiences cognitives. Capacité cognitive, on est là-dedans. Mais il y a la médiocratie, c'est différent aussi, des imposteurs et des usurpateurs. Moi, ça, c'est mon expérience. La médiocratie, c'est le règne des médiocres. Et attends, médiocre, ça veut dire moyen. Hein? Ça ne veut pas dire mauvais. C'est différent. Donc, ça, moi, je peux me le permettre de dire. Je prends les cas ouvertement. Je suis aux gens de la santé. Je prends le cas du CHU. Au CHU, avant, nos aînés avaient dit le CHU, c'est pour les 5 premiers de chaque génération. Tous les autres allaient à Bétou, à Evo, à Zanaga, à Madingu, à Lutete, à Ngabé. C'est bien ça. Mais le CHU, ce n'est pas ça maintenant. C'est les parents, amis et connaissances. On y a mis des médiocres, les moyens. On n'a plus mis l'excellence. Donc, si le CHU a des mauvaises performances, ce n'est pas vraiment étonnant. Parce que ce n'est plus l'endroit où c'était réservé au sommet, à l'élite. Ceux qui devaient tirer vers le haut. Si vous y mettez que des... Ce n'est pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils ne sont pas issus des critères de choix de l'excellence, comme c'était prévu. Et il y a aussi, malheureusement, des imposteurs ou des usurpateurs. Les usurpateurs, moi, je peux me le permettre de le dire. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai prévu, en tant que professeur, une hiérarchisation de mes assistants. Et je prépare 2 à être assistants universitaires. Et puis, boum, on recrute quelqu'un que je ne connais pas. Qu'est-ce que je fais? On n'a même pas demandé mon avis. Voilà que dans mon équipe d'universitaires, il y a un assistant qui a été recruté, que je n'avais pas préparé. Et lui-même n'avait jamais montré de tendance, de velléité, d'envie d'être universitaire. Parce que je le connais, je l'ai enseigné. Il n'est pas non plus bon, il est parmi les médiocres. Mais c'est la réalité. Bon, il n'est pas mauvais. Hein, c'est un bon médecin. Mais ce n'est pas lui que j'ai préparé. Voyez-vous, donc pour moi, c'est un usurpateur. Il prend la place de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Bon, l'ultra-crépidarianisme, ça j'ai connu. Ils sont des gens, c'est très connu au Congo, ils donnent leurs avis sur tout. Ce n'est pas de la culture scientifique. Hein. Ils disent, ils ont un point de vue sur tout ce qui se passe dans le point de vue. Alors, mais ce n'est pas ça la stupidité. La stupidité, c'est surtout le propre de ce qu'on appelle entre guillemets les intellectuels, les cadres. Parce qu'ils vont interdire d'utiliser la réflexion et la méthode. Et ils vont aller droit vers l'erreur parce qu'ils ne vont pas adopter une culture scientifique. Et il faut toujours s'efforcer d'activer le système 2 du raisonnement. Il faut utiliser la réflexion et la méthode. Malheureusement, c'est soumis quelquefois à plusieurs aléas. Comme vous le voyez, c'est pour cela que dans les solutions, on parlera de la collégialité. Alors, à part aussi le syndrome de l'hubris, ça, c'est que vous avez déjà vu quelqu'un qui était avec vous, c'était un collègue, vous avez étudié ensemble. Tout d'un coup, on le nomme au Conseil des ministres. J'ai vu ça déjà. Hein. Il devient DG. Alors, il développe un écho démesuré. Il y a une altération de la perception de la réalité et des rapports au monde et aux autres. Il a un sentiment de toute puissance, même à pouvoir s'opposer à son ministre, de ne pas écouter les travailleurs, il se sent invulnérable. Et il méprise les conseils, il ne supporte pas les critiques. C'est terrible. C'est terrible. Mais ils n'ont pas adopté une culture scientifique.
Bon, à part les foules, vous savez que le coefficient intellectuel de la foule, c'est le coefficient le moins élevé divisé par le nombre de gens de la foule. Donc, c'est vraiment bête. Donc, il faut faire attention à tout ceci. Alors, voyez-vous, moi, j'ai parlé juste là du raisonnement, mais il y a une dernière composante qui s'est même exprimée ici, dans cette salle. Nous avons annoncé que nous commencerions à 12h, mais à 12h, je crois qu'il y a peu que le quart des gens qui sont ici qui étaient présents. Pourquoi? Parce que nous pêchons dans les fonctions exécutives. L'organisation, la planification, l'abstraction. Le temps est là-dedans. La gestion de l'agenda est là-dedans. L'application des méthodes, c'est là-dedans, pour les fonctions exécutives. Alors, nous avons donc en réalité dans le cerveau deux zones, deux grandes zones qui nous permettent en réalité d'éviter ces biais, hein, et d'éviter aussi la stupidité. La stupidité, ce n'est pas une insulte, hein, attention. Hein. Imbécile, ce n'est pas non plus une insulte, c'est une maladie. La stupidité, c'est un comportement dont il faut prendre conscience. Donc, alors, le néocortex, c'est le centre du raisonnement de la logique. Le néocortex va être aidé par le système limbique pour qu'on puisse maîtriser les réactions émotionnelles et instinctives pour que, devant une interaction d'une situation donnée, on puisse non pas aller aux réactions primaires, mais aller à la réflexion, prendre une décision et, et agir. L'intelligence cognitive doit être associée à l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, elle utilise le système limbique et le néocortex. C'est l'utilisation judicieuse et bénéfique des deux systèmes pour résoudre une situation de problème. Les représentants, nous avons tous appris à l'école que le facteur le plus important pour réussir une intervention, c'est le facteur socioculturel. Ça n'a pas changé, indépendamment des ressources ou des stratégies. Regardez, il faut être capable de reconnaître les émotions, les siennes et les ceux des autres aussi, les comprendre et pouvoir les gérer pour aller à la performance, pouvoir les réguler pour promouvoir le bien-être. À diplôme égal, à connaissance égale, l'intelligence émotionnelle fait la différence. Ça, c'est connu. C'est connu. Donc, il faut mobiliser les deux types d'intelligence et il faut ajouter l'intelligence artificielle. Donc, ces deux intelligences vont permettre en réalité, dans une démarche de raisonnement, une démarche de régulation par le système limbique, de distinguer les faits, basés sur une information véritable et incontestable, de distinguer des émotions et des opinions. Voyez-vous, j'étais avant à l'information sanitaire. J'ai remis les annuaires statistiques et les autres aident à la décision. Mais ce qui me surprenait, c'est que chaque fois qu'on publiait nos statistiques, les Congolais doutaient de nos progrès. Nous, on a eu la plus belle chute de la mortalité infanto-juvénile et néonatale au Congo, dans les années 2012-2015. On a été félicités partout. Mais là, la mortalité maternelle est descendue à 241. Mais quand vous allez le dire, vous vous dites: «Oh, oh, oh, ma cousine est morte, non? En accouchant à tel endroit». Donc du coup, c'est des biais d'attribution, hein. Donc ça ne marche pas. On est dans l'émotion. Comment ça? Donc, hein, la césarienne n'est jamais gratuite, hein, les chiffres sont là. Pourtant, donc on ne peut pas distinguer les faits des émotions, des opinions. Dans la décision, dans le système de santé, c'est catastrophique parce qu'on ne gère pas comme il se doit. Donc on y ajoute, pour la culture scientifique, l'intelligence artificielle. Donc ce sont des trois intelligences dont nous avons les ressources dans notre cerveau. Alors, pour terminer, comment peut-il faire pour cette culture scientifique? Il y a deux piliers en réalité. La première, c'est la démarche collective. Le contact intergroupe. Vous avez vu comment le biais tribal est dangereux. Comment le besoin d'appartenance peut aller
à la violence, à la discrimination. Donc, il faut mélanger les gens. Mais biologiquement, c'est par le mélange que nous naissons. Biologiquement, c'est par le mélange de crossing over que nous avançons. C'est pas ça. Donc, au niveau des phénomènes socio-culturels, c'est pareil. Vous savez bien que la consanguinité crée l'imbécilité. C'est connu. Donc, vous ne pouvez pas ne pas faire de l'intergroupe et constituer des équipes qui vont partager les mêmes valeurs grâce à la culture scientifique. Vous devez promouvoir la collaboration interprofessionnelle. C'est le créneau de l'OMS maintenant, même de la CIFEM. C'est pour ça que maintenant, l'OMS va même plus loin. L'OMS dit qu'il faut maintenant enseigner l'infirmier et le médecin ensemble. Enseigner l'infirmier et la sage-femme ensemble. Il y a des cours communs. À la fac de médecine, on le fait. C'est la collaboration interprofessionnelle qu'il faut promouvoir, la transversalité, l'assertivité par rapport à la communication. Dire des choses vraies sans blesser l'autre et pouvoir avancer. La décision partagée, les réunions de conseil pluridisciplinaire, les staffs managériaux. Comment on peut être directeur et ne jamais se réunir avec ses collaborateurs? Comment on est médecin-chef et l'équipe cadre n'existe même pas? L'équipe de gestion est limitée au médecin-chef plus un secrétaire et un financier. Ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, on doit faire de telle sorte que l'intelligence collective soit mobilisée parce qu'elle est supérieure à l'intelligence individuelle dans une démarche collective. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier sont les méthodes, sont les évidences scientifiques. Je ne vais pas vous faire de cours là-dessus, mais vous connaissez les niveaux d'épreuves, vous connaissez les grades des recommandations, les règles. Souvent, ce n'est pas qu'une loi, un décret, un arrêté qui fixe les règles. Les normes des SONU de base, des SONUC complets. Oui, les procédures. Quel est le chemin que doit prendre une suppulsion d'un nodule du sein découvert dans la communauté ou dans un CSI? Le chemin clinique. Et les algorithmes décisionnels, même les algorithmes de l'intelligence artificielle, puisque on s'est rendu compte que les algorithmes font moins d'erreurs que des radiologues humains. Oui, oui, voilà une branche de la médecine qui va disparaître. Chacun sait qu'il y aura de moins en moins de radiologues parce que des algorithmes permettront, dans un bon nombre de cas, d'arriver au diagnostic. Donc, pour cette méthode-là, pour cette culture scientifique, il faut une approche socio-cognitive. Il faut décatégoriser, modifier les stéréotypes et les préjugés, former et éduquer. Former, monsieur le conseiller à la santé, il faut, ce que nous avons voulu, il faut que nous le mettions même chez nous. On profite du retour de Donatien Moukassa, notre cadet, pour que, au niveau du cabinet, nous ayons même un espace de partage de connaissances pour mettre au niveau de compréhension chacun. Et les infirmiers doivent introduire les jeudis de l'infirmier dans chaque hôpital. Les médecins doivent faire les staffs, ainsi de suite. Donc la formation, l'éducation, c'est pour ça qu'on doit savoir que le système éducatif, c'est un sous-système du système de santé. On ne peut pas ne pas interroger comment sont formés les médecins, comment sont formés les sages-femmes, comment sont formés les infirmiers. Là. Alors, pour terminer, en réalité, nous étions sous la domination des instincts ou des valeurs. En développant la culture scientifique, nous permettrons plus facilement d'être plus efficaces avec des équipes qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes méthodes. Et nos stratégies seront meilleures parce que nous aurons une approche participative à leur élaboration et à leur mise en œuvre. En faisant ceci, je crois que c'est la diapositive de la fin, c'est celle-là. Et je vous remercie. J'ai beaucoup apprécié votre démarche. Vous êtes parti de la physiologie du cerveau et de ses implications sur l'habitude, le comportement, la société, pour déboucher sur
ce que nous devons changer, non seulement dans le système de santé, mais depuis la société, pour permettre que la culture scientifique trouve sa place dans nos systèmes de santé. Vous avez commencé par le leadership du progrès et vous avez abordé la gestion rationnelle versus gestion émotionnelle que vous avez corrigée en irrationnel. Parce que plus loin, et vous l'avez démontré, la gestion émotionnelle est aussi une vertu lorsque l'on parvient à développer l'intelligence émotionnelle. Et donc, vous êtes parti aussi par les biais pour nous montrer comment nous pouvons comprendre certaines réactions et certains problèmes de gestion du système de santé. Quand vous avez évoqué le biais tribal, vous en avez donné des exemples. Nous en voyons les effets au quotidien, à commencer par nos communautés que dans le système de santé. Et vous êtes parvenu à évoquer 3 intelligences. L'intelligence logique que nous connaissons et à laquelle nous attachons souvent plus de valeur. Vous avez évoqué l'intelligence émotionnelle et vous avez dit, à connaissance égale, l'intelligence émotionnelle fait la différence. Et je vous soutiens. Et vous avez évoqué l'intelligence artificielle qui prend de l'ampleur et dont nous devons tenir compte dans la planification et la mise en œuvre des fonctions exécutives que vous avez évoquées. Et puis vous êtes venu vers la fin sur la culture scientifique, sur laquelle vous avez évoqué la démarche collective et la méthode. Et pour conclure, vous êtes revenu sur le système des valeurs que vous avez modifié en remplaçant la culture traditionnelle, empirique par la culture scientifique. Donc, je pense que c'est un exposé très élaboré, mais dont la compréhension subtile peut ne pas être évidente. Et c'est pour ça, dans les débats, les questions que nous allons ouvrir maintenant, nous allons peut-être les monnayer pour que les gens puissent toucher du doigt la réalité que vous voulez promouvoir à travers ce thème.